Je suis Xavier Decoq, j'ai une trentaine d'années d'expérience dans l'immobilier. J'ai exercé 12 ans en secteur HLM, chez un bailleur HLM, et 15 ans auprès d'un administrateur de biens en secteur privé. Xavier Decoq, première. C'est le 10e anniversaire de la loi Allure. La loi Allure qui était censée révolutionner le marché de l'immobilier pour améliorer l'habitat de tous les Français. Et quand on lit 10 ans plus tard, c'est l'anniversaire en ce moment, le rapport par exemple de la Fondation Abbé Pierre, le titre c'est « La bombe sociale du logement a explosé ». Alors, il y a quelque chose que je comprends mal. La loi Allure était censée régler le problème. Alors, la loi Allure est ce qu'on appelle une loi cadre. C'était une loi qui était portée par Cécile Duflot, ministre du Logement à l'époque, était une loi qui était censée effectivement rééquilibrer les rapports du logement en faveur des moins chanceux, pour tous, et avait une belle ambition sociale. La loi Allure, malheureusement, elle est victime également des conséquences de la crise, des conséquences de la conjoncture immobilière, mais quelque part, sans être une critique sur les fondamentaux de cette loi, elle est partie de postulats qui étaient un peu doctrinaires et dont on s'est vite aperçu des limites. C'était quoi ce postulat? Le postulat était que le logement n'était pas un marché. On a considéré que le logement devait être réglementé sans tenir compte des contraintes d'un marché, parce qu'il y avait un enjeu supérieur aux enjeux du marché. Oui, c'était même présenté comme tel. C'était une rupture avec l'idée selon laquelle le logement serait un marché comme un autre. Complètement. Et alors, est-ce qu'on peut dire que c'est une ambition noble? Parce qu'en effet, on opposait à ce marché immobilier le droit au logement. Et donc, c'est une tentative de réguler le secteur. Alors, on a eu une succession de lois depuis presque 25 ans. Ça a commencé avec la loi SRU, Solidarité et Renouvellement Urbain de décembre 2000. Il y a eu la loi ENL, Engagement National pour le Logement. Puis la loi Allure, qui était une loi très forte là-dessus en 2014. Il y a eu ce que vous avez cité, le DALO, le droit opposable au logement. Et il y a eu ensuite, en 2018, la loi Elan, qui est une loi qui est venue un peu nuancer la loi Allure tout en renforçant les principes de la loi Allure. Bon. Tout cela, quel est le but? Le but est de permettre à un maximum de Français d'accéder à des logements de qualité, en nombre suffisant, en bon état et à des prix raisonnables. Donc c'est beau, c'est noble. Sauf que la réalité, malheureusement, 10 ans après la loi Allure, plus de 20 ans après la loi SRU, bien malheureusement, on n'y est pas. La loi SRU, elle prônait la mixité sociale. C'est-à-dire, on sortait de l'époque des quartiers très marqués, avec des banlieues très marquées, et l'objectif était de mettre des logements HLM parmi les quartiers résidentiels. C'est la fameuse proportion, obligation d'avoir des proportions de logements sociaux dans les, entre guillemets, dans les beaux quartiers. Quand on prend le constat de la loi SRU, qui a été initiée en décembre 2000, qui devait s'étaler sur 25 ans, pour au bout de 25 ans atteindre cette mixité sociale de 20 puis 25% de logements HLM dans toutes ces villes-là, l'échéance est fixée à 2025, dans un an. Aujourd'hui, il y a 67% des communes concernées qui ne sont pas dans l'objectif. Donc c'était une ambition noble d'avoir la mixité sociale, de casser l'image des quartiers avec un marquage social très fort. Il y a 1000 communes sur les 35 000 qui sont réellement concernées. Sur les 1000 qui sont visées par ces obligations, seul un tiers y a satisfait. Mais ce n'est pas forcément la faute de la loi si on n'y arrive pas. Quelle est la situation aujourd'hui du... Parce que vous disiez que c'était une ambition noble, mais ça n'a pas fonctionné. Et quel est le problème? Vous avez déjà joué au Monopoly? Au Monopoly, quand vous achetez des cartes jaunes ou quand vous achetez des cartes vertes, vous les payez plus cher que les cartes bleues ou que les cartes violettes. Vous construisez dessus, les logements que vous construisez dessus sont plus chers que les logements que vous allez construire sur vos Girards, sur le Courbe, etc. Bon. Mais vous allez les louer plus cher. Ben, c'est comme si, au Monopoly, on vous disait, vous allez acheter sur Faubourg Saint-Honoré au prix fort, vous allez acheter les maisons du Monopoly au prix fort, mais vous avez
vous allez appliquer pour 25% de vos maisons, vous allez appliquer les loyers de Lecourbe. C'est grosso modo le même système. La loi Allure de 2014, il y avait une mesure phare dont tout le monde a entendu parler, c'est l'encadrement des loyers. N'oublions pas que quel était le principe de l'encadrement des loyers? Était de dire à des propriétaires, vous êtes propriétaire sur l'île, vous êtes propriétaire sur Paris, eh bien vous n'avez pas le droit de fixer librement votre loyer. Ça n'est plus le marché qui fixe le loyer, nous allons réguler le marché à travers des plafonds que nous allons vous imposer. Et ensuite on disait, ben voilà, vous avez le droit de fixer votre loyer entre moins 30% et plus 20% du loyer médian de référence et vous n'avez pas le droit de faire autre chose. L'objectif, il est social, il est de permettre à tous de pouvoir s'offrir un loyer, s'offrir un toit. Et on comprend bien que ça peut poser quelques problèmes à ceux qui engrangent, si je puis dire, ces loyers. Mais en quoi est-ce socialement compliqué? En quoi ça a eu un effet pervers sur l'ensemble du système? Comment est venue cette idée d'encadrer les loyers? On a dit qu'il y a une distorsion énorme entre les loyers et le revenu. C'est vrai. Sur la période, les quelques années qui avaient précédé, la petite dizaine d'années qui avaient précédé la loi Allure, on avait eu des revenus qui avaient augmenté de l'ordre de 25% et les loyers de 45%. Donc on dit, vous voyez, c'est pas possible. Les loyers augmentent beaucoup plus vite que le revenu, donc ça n'est pas possible. C'est vrai, c'était la stricte vérité. Les loyers avaient augmenté beaucoup plus que le revenu. Mais ce qu'on a oublié de dire, ou ce qu'on n'a pas voulu voir à l'époque, c'est que dans le même temps, les prix de vente avaient augmenté de 120%. Pas de 20%, de 120%. C'est-à-dire que ce qui valait 1 000 € le mètre carré valait 2 200 € le mètre carré. Plus 120%. Donc, les revenus avaient pris 25%, les loyers 45% et les prix de vente 120%. Ça signifie que mécaniquement, la rentabilité locative était déjà fortement en diminution au moment où l'encadrement des loyers est sorti. C'est-à-dire que lorsqu'on achète, une famille achète un appartement pour le louer, finalement, elle n'a plus intérêt à acheter pour le louer parce que par rapport au prix d'achat, ça ne rapporte plus suffisamment en loyer. C'est ça que vous êtes en train de dire. Exactement, c'est-à-dire que nous sommes passés de rendements locatifs qui, au début des années 2000, étaient couramment à 10-12%, à des rendements locatifs qui étaient tombés à la moitié, à 6%. Uniquement par le jeu des prix de vente qui avaient augmenté de plus du double par rapport à l'augmentation des loyers, et lesquels loyers avaient eux-mêmes quasiment augmenté du double par rapport aux revenus. Si je suis votre logique, ça veut dire que finalement, on n'incite pas à acheter, donc à construire, donc à développer l'offre. N'oublions pas que 80% des propriétaires immobiliers de biens locatifs sont des particuliers, sont des personnes physiques, sont des particuliers qui ont 1 ou 2 logements, pas plus. C'est monsieur tout le monde. Ce ne sont pas des nantis ou des sociétés foncières extrêmement importantes. Non, l'essentiel du parc locatif privé français, je rappelle qu'il y a 7 millions de logements locatifs, en France, contre 4,5 millions de logements HLM. Donc il y a beaucoup plus de logements locatifs privés dans le parc locatif que de logements sociaux. Et ces logements-là, privés, sont majoritairement acquis, détenus par des familles qui ne sont pas spécialement des grands investisseurs. Et l'effet pervers, dites-vous, de cette loi, c'est que ça a brisé la capacité des Français à investir pour acheter un appartement? Alors, pas tout de suite. Ça s'est fait dans la durée. Je vous confirme que plus de 80% des logements du parc privé appartiennent à des personnes physiques et qui sont des petits propriétaires. Donc des gens, ils ont besoin des loyers pour rembourser leur crédit, ou ils ont besoin des loyers pour faire un complément de revenu, pour la retraite ou pour autre chose. C'est le mécanisme classique du parcours résidentiel, mais on est j'achète pour faire une épargne, j'achète pour avoir un revenu complémentaire. Donc c'est une notion de bon père de famille. Si la gestion bon père de famille n'est plus possible, parce qu'à un moment donné, il y a une trop grande distorsion entre le prix d'achat et le rendement, je vais acheter autre chose. Je vais investir dans autre chose. Et les bailleurs sont allés dans quoi? Quelque chose que vous connaissez, les phénomènes Airbnb, les phénomènes de location saisonnière, qui quelque part ont été beaucoup plus intéressants,
n'étaient pas à l'époque encadrés comme ils le sont aujourd'hui, et ça permettait de tirer des revenus beaucoup plus importants. Donc il y a eu effectivement un effet où, dans un premier temps, eh bien, mon produit locatif, je ne vais pas forcément le laisser en location de résidence principale. Je vais peut-être aller voir des alternatives, comme le Airbnb, et ça a joué. Ça a joué quoi qu'on en dise. Le second effet, c'est celui qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Le second effet, à force de décourager les propriétaires bailleurs à acheter des logements locatifs, c'est l'effondrement complet de l'achat par les bailleurs. C'est-à-dire qu'on ne construit plus. On n'achète plus des logements neufs, on ne construit plus, on construit moins. L'ensemble du système s'effondre. On ne parle pas des grosses foncières qui achètent en bloc. Je parle d'un focus sur base des données produites par la Fédération des promoteurs immobiliers sur ce qu'ils appellent la vente au détail. La vente au détail, c'est la vente à des gens qui achètent un bien, soit pour l'habiter eux-mêmes, soit pour le louer. Ce ne sont donc pas des grosses foncières hautes, c'est monsieur tout le monde qui achète un appartement ou un logement neuf. Il faut savoir que sur un an, la vente aux investisseurs, donc à des particuliers qui achètent en vue de louer, a baissé de 50%. Si on raisonne maintenant sur le dernier trimestre par rapport au dernier trimestre de l'année dernière, c'est moins 57%. C'est-à-dire que le nombre de produits, de biens neufs, de logements neufs, construits, vendus à des particuliers qui vont le mettre en location est divisé par 2 en un an. Alors que la demande augmente. Forcément. À partir du moment où la chaîne, plusieurs maillons de la chaîne sont bloqués, la demande augmente et la pression démographique fait que de toute façon, quelle que soit la situation, on a besoin de 300 000 logements par an nouveaux pour faire face aux besoins de démographie et aux besoins d'évolution des styles de vie. 300 000 logements. Ces 300 000 logements, c'est d'une part le parc HLM, un peu plus de 100 000 logements par an en principe. Ici, on est très en dessous. Et c'est le logement neuf pour la majeure partie. Entre l'accession neuve, donc les particuliers qui achètent pour eux-mêmes, et les particuliers qui achètent pour le louer. Puis après, c'est toutes les constructions individuelles, etc. Donc on est dans un effondrement complet du marché du neuf. Pour comprendre ce phénomène, qui s'aggrave apparemment, vous parliez de ce qu'on appelle le parcours résidentiel, avec ses différents maillons selon les âges de la vie et l'évolution familiale, professionnelle, pécuniaire d'un individu. Le parcours résidentiel, c'est un peu le jeu de loi de l'immobilier. C'est issu des Trente Glorieuses, c'est le parcours type en matière de logement. Je commence par occuper un logement social. Mon premier logement, je suis jeune salarié, je démarre dans la vie, j'ai accès à un logement HLM. Quelques années après, je quitte mon logement HLM et je deviens locataire d'un logement du parc privé parce que je veux soit plus confortable, soit ailleurs, etc. Et puis j'ai un peu plus de moyens. Et encore quelques années plus tard, je fais un premier achat, je deviens primo-accédant. Je revends ensuite mon premier achat parce que la famille s'agrandit, les moyens augmentent. Je deviens secondo-accédant, j'achète un deuxième logement. Le parcours de la vie continue, et puis un jour, j'achète une résidence secondaire. Ou j'achète un logement en vue de le louer. C'est le cercle vertueux de ce qu'on appelle le parcours résidentiel. C'était un peu le schéma des Trente Glorieuses, quand tout se passe bien, quand il y a un phénomène, où d'année en année, la situation économique s'améliore, la famille s'agrandit, etc., et c'est stable. On a eu ensuite les années 80-90, avec les perturbations, où il y a eu des incidents de vie qui font qu'à un moment donné, j'étais propriétaire de ma maison, je dois la vendre, je deviens locataire HLM. Donc avec des jeux de loi où je recule de 3 cases. Mais globalement, on trouve tout le temps, même encore aujourd'hui, les mêmes maillons de la chaîne. Le problème, c'est que quand des maillons sont bloqués, le parc HLM par exemple, le parc HLM ne grossit pas comme il doit grossir. Le nombre de logements produits, c'est le rapport de la Fondation Abbé Pierre, est en chute libre, en grande insuffisance. Et en plus, le taux de mobilité du parc, donc le taux de locataires qui quittent leur logement et donc qui libèrent leur logement, il a chuté, il est passé de 10% à 6%.
À peu près, c'est ce qu'on va voir ici. Donc non seulement l'offre en nombre, elle diminue, mais l'offre disponible sur le marché, elle diminue également fortement. Et à l'autre bout de la chaîne, c'est pareil? À l'autre bout de la chaîne, ou plutôt à côté, le deuxième maillon, c'est l'offre de logements locatifs privés. Elle est portée par les bailleurs. Ce sont les chiffres que je vous montrais. Moins 50% sur un an. Alors on ne va pas le voir tout de suite, parce qu'il y a un phénomène quand même d'inertie. Mais on est en train de préparer des bombes à retardement, où les logements qui devaient arriver sur le marché n'arriveront jamais, parce qu'ils n'ont pas été vendus aujourd'hui. Donc on va avoir une vraie pénurie. On a également un autre phénomène, c'est l'accession. La primo-accession. L'accession à la propriété? L'accession à la propriété. La primo-accession, c'est-à-dire le ménage qui fait son premier achat. Vous avez tous suivi les problèmes rencontrés. Là, on a eu à la fois une augmentation très forte des taux d'intérêt, qui sont passés de moins de 1% à plus de 3%, presque 4% en 2 ans de temps, mais également une exigence des banques qui ont exigé au moins 30% d'apport. Pourquoi 30% d'apport? Craignant un éventuel retournement du marché, les banquiers se disent, si je prends 70%, ça me permet d'absorber 30% de baisse des prix, donc je reste couvert. Donc ils n'ont plus rien financé. Donc l'accession était également en panne, c'est-à-dire qu'on a 3 des maillons qui sont en panne. Le parc HLM, le locatif privé, dont le locatif intermédiaire avec les régimes de défiscalisation, et l'accession sociale, ou l'accession tout court, la primo-accession. Ça fait un sacré blocage. Et donc ça s'accumule et ça finit par bloquer tout le système? Oui, alors ça n'est pas la première fois, il ne faut pas non plus tomber dans la panique absolue. Ça n'est pas la première fois qu'on a des phénomènes comme ça. Moi je vous dis, ça fait 30 ans que je suis ces phénomènes. En 90-91, il y a eu une crise extrêmement majeure. En 2008, avec la crise des subprimes, il y a eu une crise importante également. On a connu des crises, mais celle-ci, elle est costaud. En revanche, il y a quelque chose qui est difficilement audible politiquement cette fois. C'est de dire un louable effort social pour le droit au logement, pour qu'on ait un logement décent, pour qu'il y ait un logement pour tous, et comment essayer de réguler ce marché, même si ça reste un marché. Il est difficilement audible, quelle que soit la tendance politique, de dire voici un professionnel de l'immobilier qui dit que ça ne marche pas, que ça fait bloquer au contraire le système, que c'est contre-productif. Et en gros, on se dit oui mais c'est normal, lui il représente les propriétaires, il représente les riches, il représente les méchants, donc il a tout intérêt à nous dire ça. Alors, ce que je vous dis est fiable, parce que d'une part, ce n'est pas que moi qui le dis, les sources, on ne peut pas les contester. C'est la Fondation Abbé Pierre. On ne va pas dire que la Fondation Abbé Pierre est au service du grand capital, ou au service des propriétaires, ou au service des professionnels de l'immobilier. Ils ne tirent pas les mêmes conclusions que vous. Ils insistent quand même sur le fait que la loi SRU n'a pas fonctionné. Ils insistent sur le fait également que la production de logements HLM est en berne. Ensuite, il faut sortir de l'image manichéenne. Et la loi Allure a contribué un petit peu, ou plutôt a été influencée par une vision un peu doctrinaire et manichéenne des rapports locatifs. D'un côté, on a le faible qui est le locataire, de l'autre côté, on a le fort qui est le propriétaire. Et donc on a opposé, un peu dans une lutte des classes revisitée. Et on a dit, on va rééquilibrer les rapports locatifs, et quelque part, le propriétaire ne doit pas profiter de la situation, et il faut donc défendre le locataire. Mais à force de vouloir trop défendre le locataire, on a tellement tapé sur le propriétaire qu'il n'y a plus d'offres. Et donc, en voulant rééquilibrer, on a déséquilibré au détriment du propriétaire. Le rendement locatif a chuté. Tant qu'on avait une inflation à 1% et un rendement à 3 ou 3,5%, ça allait. On avait un rendement supérieur à l'inflation, et surtout on avait un rendement locatif immobilier qui était tout à fait concurrentiel avec d'autres formes de placement financier. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous avez des assurances-vie qui sont plus intéressantes que le rendement locatif immobilier, et beaucoup moins risqué. Il n'y a pas de risque d'impayé de loyer, il n'y a pas de risque de vacances, il n'y a pas de risque de travaux à faire, etc. Donc, quelque part, c'est beaucoup plus serein. Est-ce qu'on a vraiment envie de pousser les gens à investir dans des biens immobiliers en vue de les louer,
alors qu'on leur tape dessus en permanence. Et je finirai la démonstration avec un dernier petit exemple. Il faut être courageux pour être propriétaire bailleur aujourd'hui. Il y a une jurisprudence récente de la Cour de cassation qui a condamné un propriétaire. Alors, il a été condamné à quoi? Son logement a été squatté. Le garde-corps d'une des fenêtres a cédé. Un des squatteurs, occupant du logement, s'est blessé gravement. Le propriétaire a été condamné pour défaut d'entretien. On se marche sur la tête complètement. Ce que vous dites au fond, c'est que finalement les locataires d'aujourd'hui sont les propriétaires de demain, et à vouloir trop protéger les locataires, on bloque le système. Est-ce qu'il y a d'autres solutions que de vouloir réguler un marché qui, pour de vrai, dans certaines villes, est devenu un peu délirant? Comment faire pour sortir de ce dilemme? Alors, je vais aller dans votre sens exprès. Si on veut réguler un marché, il faut réguler complètement le marché, et pas seulement les loyers. Dans ces cas-là, on peut réguler le marché si on encadre également les prix de vente. Il faut être logique. Le loyer, c'est le revenu. Le revenu, c'est la résultante d'un rapport locatif par rapport à un prix de vente. Dans ces cas-là, si on veut avoir des loyers qui soient encadrés, encadrons carrément les prix de vente. Mais c'est juste impossible, ce serait anticonstitutionnel. C'est juste inimaginable. Là, ce serait réfuter complètement la propriété privée. Ce que vous dites d'ailleurs, c'est que finalement le droit au logement, c'est quelque chose qui est incompatible avec la liberté d'avoir une propriété, d'en faire ce qu'on en veut. Alors, ça va forcément s'améliorer parce que le marché monnaie va retrouver ses droits et va se réguler. Parce que l'investissement, ou plutôt la pierre, fait partie des investissements préférés des Français. Donc il y a un élément psychologique important. On est plus dans une crise de confiance que dans une crise strictement financière sur ces questions-là. Enfin, il y a une réelle crise du logement quand même. Il y a une crise du logement, mais elle n'est pas nouvelle. Ça fait 25 ans qu'on a une crise de logement. Ça fait 25 ans qu'on parle du logement intermédiaire. Ça fait 25 ans qu'on sort des lois SRU, ENL, Allure, Élan pour essayer de rééquilibrer tout ça. Parce qu'il y a une volonté de la puissance publique de contrôler cela. Or, c'est un marché. Laissons quelque part faire le marché, encadrons ce marché, mais donnons également aux acteurs du marché le rôle auquel ils ont droit. Et ce que les professionnels de l'immobilier nous disons depuis très longtemps, il est impératif de créer ou de développer le statut du bailleur privé. Le statut du bailleur privé, c'est une personne qui est utile pour la société, qui doit être à ce titre respectée, avoir des droits, rééquilibrer les rapports locatifs, mais également avoir une fiscalité attractive. Au final, on dit en France que tout est politique, dans le mauvais sens du terme, mais là c'est typiquement le cas, c'est-à-dire que dès lors qu'on dit le logement est un droit social, peu importe comment on s'en arrange, on doit trouver un toit pour chacun, décent, salubre, et vous dites c'est un marché, et cette notion-là, même en France, est éminemment explosive, c'est-à-dire c'est forcément les libéraux contre les progressistes, les sociodémocrates contre les conservateurs. Et c'est cette approche-là qui est en opposition systématique en France sur la question du logement et dont on ne sort jamais. C'est cette vision manichéenne. Le faible, le fort, le bon, le méchant, le locataire, le propriétaire. Je rappelle qu'en France, c'est 58% de propriétaires, 40% de locataires. Dans les 40% de locataires, 7 millions de logements locatifs privés, 4,5 millions de logements locatifs sociaux. Alors maintenant, si la puissance publique veut avoir la main, c'est simple. On construit demain 5 millions de logements HLM. C'est inimaginable, ce serait doubler le parc HLM. Donc on ne peut pas à la fois laisser les particuliers responsables de l'offre de logement, les particuliers ou les professionnels, les promoteurs notamment. Parce qu'aussi, on critique beaucoup les promoteurs. Il faut voir ce qu'ils se sont pris. Ce qu'ils se sont pris entre le manque de disponibilité foncière, donc l'augmentation de ce qu'on appelle la charge foncière, du prix du foncier dans le prix de construction d'un bien, les contraintes d'urbanisme, les contraintes de réglementation thermique,
les contraintes d'augmentation des prix des matières premières, avec notamment la crise d'Ukraine et la crise de l'énergie, tout ça, ils doivent le répercuter. Vous disiez, en fait, globalement, on confie la responsabilité du logement aux petits propriétaires auxquels, pour autant, on ne donne pas les moyens de la tenir? En bout de course, bien sûr. La majeure partie de l'offre locative, qui est un des maillons essentiels du parcours résidentiel, elle repose, oui, sur les particuliers, bien évidemment. Sur les particuliers qui vont acheter un logement, qui vont investir dans un logement, qui vont épargner dans un logement. Donc ceux-là, il faut les respecter. Il faut leur donner envie de le faire, il faut les sécuriser également là-dessus.